Certaines nouvelles portent la marque de leur auteur. Elles ne peuvent avoir été écrites que par lui seul et par nul autre. C'est une question de style personnel, d'intrigue, d'un genre particulier ou de déroulement de l'action suivant un plan spécial. En lisant cette récente nouvelle de Cornell Woolrich, on se rend compte que nul autre que lui aurait pu l'écrire. Strictement, exclusivement christienne, elle abonde en description d'état d'âme, en suspense et en détails frappants, voire révoltants. Ce n'est pas une nouvelle à l'eau de rose, mais Cornell Woolrich ne décrit pas les sensations dans le seul but de faire de l'effet, et ne traite pas de la violence pour le simple plaisir de choquer son lecteur. L'impression que dégage son style lui appartient en propre. Elle est le résultat de l'intuition que possède Cornell Woolrich, des pensées, des émotions et du comportement de personnages traqués et tourmentés par leurs démons intérieurs. Cette impression, vous ne manquerez pas de l'éprouver vous-même intensément. Il ne faut qu'un instant pour mourir. Une nouvelle de Cornell Woolrich, éditée en février 1967 dans Mystère Magazine. Les raisons pour lesquelles il voulait le tuer n'entrent pas en ligne de compte ici. Il faudrait, pour en découvrir l'origine, remonter le cours de longues et sinistres années vécues dans la haine et la rancœur. À cette recherche, le récit perdrait de sa cohésion. Or, sous peine de n'être qu'une étude informe du comportement et des antécédents d'un personnage, une nouvelle doit avoir un point de départ précis. Nous dirons donc simplement qu'il voulait le tuer, qu'il le tua effectivement et qu'il sabota le travail. Et maintenant, voici l'histoire. Les noms importent peu. Ce ne sont que des étiquettes utilisées pour différencier les gens. C'est l'action découlant de particularités données à l'intérieur d'une situation donnée qui fait ressortir la personnalité d'un individu. Et puisque l'un des personnages joue dans ce récit le rôle de l'assassin et l'autre celui de la victime, désignons-les donc sous les noms de tueur et de mort, ce qui permettra de les distinguer sans équivoque possible, le tueur et le mort. Debout, ce soir-là, devant l'arrêt d'autobus qu'il venait de manquer, Tueur ne pensait même pas à l'homme qu'il s'était promis de tuer. C'était d'ailleurs un des rares moments, du jour ou de la nuit, où il n'y pensait même plus. Une pluie fine, tannante comme un moustique, et plus semblable à du pollen glacé qu'à de l'eau, ne cessait de le harceler. Bien qu'il eût remonté le col de son pardessus et baissé le bord de son chapeau, Tueur était trempé et transi de froid, et le devenait davantage de minute en minute. L'eau jaillissait des semelles de ses chaussures quand il les battait sur le sol. L'autobus était probablement tombé en panne en cours de route, et on avait dû le retirer de la circulation, ce qui signifiait qu'il n'y en aurait plus qu'un seul à passer après cela. Le service cessait à 1h du matin, pour ne reprendre qu'à 5h, et le dernier autobus ne passerait pas à cet arrêt avant 1h15, ou même plus tard. Il se retourna, cherchant désespérément des yeux un coin où s'abriter pendant cette attente, qu'il prévoyait longue. Il était debout en face d'un hôtel d'assez belle apparence. Il l'avait déjà remarqué en arrivant à l'arrêt de l'autobus, mais n'y avait plus pensé depuis. En regardant de nouveau de ce côté, il découvrit une petite enseigne au néon, portant le mot « bar », accroché au-dessus d'une porte séparée, à gauche de l'entrée principale. Il remarqua également que plusieurs fenêtres éclairées, appartenant selon toute apparence au bar, donnaient sur la rue où il se trouvait.
Il décida d'entrer là pour attendre au chaud, s'il parvenait à s'asseoir dans un coin d'où il lui serait possible de surveiller l'autobus. Il traversa donc la rue et pénétra dans le bar. C'était un endroit gai, animé par le bruit des conversations paisibles. Il y faisait bon, et la chance était avec Tueur, car il y avait un siège libre à l'extrémité du bar, tout près d'une fenêtre. Sans doute tous les autres étaient-ils occupés par des couples, et celui-là, qui se trouvait en surnombre, avait-il été laissé pour compte? Il s'y assit et commanda un whisky bien tassé. Il se sentait envahi d'une bienfaisante chaleur, mais gardait le visage tourné vers la fenêtre pour surveiller le trottoir, que la pluie continuait à couvrir de fines gouttelettes disparues aussitôt que tombées. Jamais deux d'entre elles ne tombaient au même endroit. On aurait dit un essaim d'abeilles en train de se noyer. Enfin, pour détendre un peu les muscles de son cou, il se détourna et regarda de l'autre côté, vers les clients qui faisaient cercle autour du bar. Un homme et une jeune fille, une femme et un homme, deux hommes, un homme et une femme. Juste à ce moment, à l'autre extrémité du bar, un homme se leva pour partir, ce qui amena son visage et ses épaules bien au-dessus de ceux des autres. Sans ces circonstances, l'homme n'aurait sans doute jamais attiré l'attention ni un autre regard de Tueur au milieu de tout ce monde et sous ce faible éclairage. Mais, debout, dominant de toute sa taille les autres clients, il attira et retint le regard de Tueur. Tueur l'examina intensément. Tueur le reconnut. Et c'était lui, mort, l'homme que, jour et nuit, Tueur rêvait de tuer. S'il avait conservé quelques doutes à ce sujet, le barman dissipa aussitôt en disant d'une voix claire qui dominait le murmure des conversations. « Bonsoir, monsieur Mort. J'espère que nous aurons bientôt le plaisir de vous revoir. » Mort fit un signe de la tête, adressa quelques mots à son voisin, puis quitta le bar. Non par la porte donnant sur la rue, celle par laquelle Tueur était rentré, mais par une porte située à l'autre extrémité de la salle, une porte conduisant au vestibule de l'hôtel. Ainsi donc, il occupe une chambre ici même dans l'hôtel, se dit Tueur en remarquant que Mort n'avait ni pardessus ni chapeau. Maintenant qu'une extraordinaire coïncidence avait fait tomber Mort juste sous sa main, il n'avait nulle intention de l'écarter comme de la cendre de cigarette ou une miette de pain inutile. Il allait en profiter. Tueur posa un billet d'$1 sur le comptoir, se leva et suivit la direction qu'avait prise Mort. Il ne se pressa pas, ne chercha pas à le rattraper. Il marcha de la même allure tranquille que lui. Une fois la porte franchie, il tourna à droite, comme il avait vu Mort le faire. Il se trouva dans un petit salon intime et bien entretenu, éclairé par des lustres de cristal et garni de banquettes de cuir blanc. Ce salon donnait sur le vestibule principal, et Tueur s'arrêta là, hésitant un moment. Le bureau de la réception se trouvait un peu à l'écart, pas tout à fait en face de lui, et Mort se tenait debout devant. Tueur l'entendit dire « Donnez-moi la clé de la chambre 212, je vous prie. »« Bonsoir, monsieur Mort, » répondit l'employé en la lui tendant. Tueur recula légèrement dans l'ombre. Il n'osait pas retourner complètement sur ses pas de crainte, en faisant ce mouvement, d'être aperçu de Mort. Mais tout semblait marcher à merveille pour lui, se dérouler harmonieusement, comme dans un rêve qui avait le meurtre pour thème. Tout près de lui, il y avait une cabine téléphonique. Tueur n'eut qu'à s'y glisser et s'asseoir sur le petit siège placé devant l'appareil. Il devait y avoir dans la cabine une lampe qui d'ordinaire s'allumait automatiquement. Mais là encore, les circonstances lui étaient favorables. L'ampoule était grillée. Quelques minutes s'écoulèrent dans l'attente. Enfin, Tueur entendit la porte de l'ascenseur s'ouvrir, puis se refermer dans un bruit sec. Mort était monté. Il sortit de sa cachette et se dirigea vers la réception. « Je viens de rater le dernier autobus, dit-il d'un ton navré
un employé qui levait la tête pour le regarder. C'était la pure vérité. Mais l'employé interpréta mal ses propos, tout comme Tueur l'avait espéré qu'il le ferait, et crut qu'il s'agissait d'un autobus de banlieue ou d'une correspondance. « Désirez-vous une chambre ?» demanda-t-il. « Nous pouvons en mettre une à votre disposition. Vous me sauveriez la vie, » répondit Tueur avec un sourire. Et il se retint d'ajouter, en faisant perdre celle d'un autre. « J'aimerais être dans les bas étages, » reprit-il à voix haute. « Au deuxième, par exemple, est-ce possible ? Je suis sûr que nous pouvons vous donner satisfaction. Vous avez des chambres dont le numéro finisse par 13 dans cet hôtel ? Demanda subtilement Tueur. Non, répondit l'employé en souriant à son tour. Nous sommes superstitieux. Nous les sautons. Ah bon ? Dans ce cas, puis-je avoir la 214 ? L'employé examina son registre. Non, je regrette. La chambre 214 est occupée. Le 211 alors ? Oui, je peux vous donner celle-là, dit l'employé après une nouvelle vérification. Tueur pensa. Il n'a pas encore eu l'occasion de réaliser à quel point j'avais insisté pour avoir une chambre déterminée. Mais dans une minute ou deux, quand je serai monté, cette pensée va commencer à faire son chemin dans son esprit. Pour ne pas lui mettre la puce à l'oreille, je ferai peut-être mieux de prendre les devants en lui expliquant moi-même la raison de mon insistance. Mon explication inoffensive donnée, avant qu'il ne soit rien passé, sera préférable aux dangereuses déductions que cet employé pourrait faire une fois la chose arrivée. Je viens de rencontrer au bar une de mes vieilles connaissances, Monsieur Mort, que je n'avais pas vu depuis des années, dit-il à voix haute. Nous avons décidé de nous réunir demain matin pour le petit déjeuner. C'est pourquoi j'ai demandé une chambre près de la sienne, au même étage. Comptez-vous passer seulement cette nuit à l'hôtel, ou restez-vous plus longtemps ? Demanda l'employé au moment où Tueur signait le registre. Combien de temps, monsieur Mort, va-t-il rester ? Jusqu'à après-demain. Dans ce cas, je passerai volontiers une nuit de plus ici, pendant que j'y suis, répondit Tueur. J'ai des affaires importantes à traiter en ville. Il lui fallait la journée du lendemain pour se procurer le revolver. Car Tueur avait décidé depuis longtemps que l'arme dont il devait se servir ne pourrait être qu'un revolver. Un revolver faisait du travail propre, rapide, et généralement ne manquait pas son coup. Les couteaux font trop de dégâts, et les instruments contondants, comme les chenets, les gourdins ou les clés à molette, risquent de garder la trace de sang coagulé ou de cheveux. De plus, un brusque mouvement du corps peut suffire à les écarter et parer le coup. Le revolver, par contre, est une arme d'homme, et le meurtre que préparait Tueur était un meurtre d'homme. Il avait depuis longtemps tâté le terrain pour se procurer le revolver. Il savait chez qui l'obtenir, à qui le demander, et quel prix il lui coûterait. Mais il n'avait pas voulu le prendre avant d'être prêt à en faire usage, car bien entendu, il n'avait pas d'autorisation de port d'armes et ne devait pas en avoir. Et garder le revolver sur lui pendant un temps indéterminé comportait trop de risques. Ce serait aller au-devant de pires ennuis. D'autre part, le tenir caché chez lui n'était guère prudent non plus, car la police n'hésitait pas, le cas échéant, à s'introduire chez les particuliers, même sans mandat de perquisition. On ne pouvait jamais savoir si elle n'allait pas vous tomber dessus à l'improviste. La violence, qui était maintenant monnaie courante dans la ville, avait en retour donné lieu à des méthodes policières qui n'étaient pas toujours tirées du manuel officiel. Le revolver, donc, était d'ores et déjà à lui. Il l'avait commandé, il l'avait vu et tenu en main. Mais il lui fallait un jour encore pour aller le chercher. Bien entendu, il ne se doutait pas qu'il allait rencontrer Mort ce soir-là, de cette manière inattendue. « Conduisez monsieur à la chambre 211 », ordonna le préposé à la réception en s'adressant à un groom. La porte de la chambre de Mort se trouvait juste en face de la sienne.
Tueur s'en rendit compte en arrivant au 211, et les deux chambres n'étaient séparées que par un petit couloir transversal. Il aurait pu passer de sa chambre à celle de mort sans poser 2 fois le même pied à terre. S'attardant un peu dans le couloir tandis que le groom s'affairait dans la chambre, il s'imagina même entendre la respiration de mort à travers la porte. Une respiration lourde, comme celle d'une personne qui commence à s'assoupir. « Dors bien, dors à poing fermé », lui souhaita-t-il sinistrement. « Demain soir, à pareille heure, froid, blême et sentant le formol, tu dormiras d'un autre sommeil. » Le groom sortit. Tueur prit le téléphone sans perdre une minute, presque avant que la porte ne se fût refermée, et demanda un numéro. Il devait être dans l'annuaire, mais on ne l'aurait sûrement pas retrouvé à la rubrique « Revolver ». Il y eut une attente exceptionnellement longue, comme si le téléphone avait sonné dans une pièce reculée de l'appartement. Et même une fois l'appareil décroché, aucune voix se fit entendre. On ne dit rien, comme si la personne qui se trouvait à l'autre bout du fil ne voulait pas répondre à son appel, ne pas même se compromettre pour un simple « allô », avant de savoir qui voulait lui parler. Enfin, pour rompre le silence, Tueur demanda « Eh bien, vous êtes là ? Qui est-ce » répondit une voix tellement circonspecte qu'elle avait peine à passer les lèvres de la personne qui la prononçait. « Vous vous souvenez de moi ? Je suis allé vous voir 1 ou 2 fois au sujet de quelque chose. »« Non, je ne me souviens pas de vous, » dit une voix d'un ton tranchant, « et je ne comprends pas de quoi vous parlez. »« Je suis, » se mit en devoir d'expliquer Tueur. « Pas de nom, je vous prie, » interrompit nerveusement la voix. « Il peut y avoir des pivers sur la ligne. Tac, 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 vous savez, tout le monde en a de nos jours, même les ménagères. Ce dont je veux vous parler n'a rien à voir avec vos affaires régulières. C'est un à côté dont nous avons déjà discuté ensemble. »« Oh, je comprends maintenant, » répondit la personne qui se trouvait à l'autre bout du fil. Elle avait l'air presque soulagée, comme si le fait de traiter de la vente illégale d'un revolver n'était qu'une bagatelle comparée au risque que comportaient ses occupations habituelles. « Vous vous rappelez ce paquet ?» reprit Tueur. « Le paquet que je vous ai laissé en dépôt. Je vais venir le chercher. J'en ai besoin pour demain. Je viendrai demain vers 5 heures. » Son interlocuteur semblait toujours décidé à faire preuve de prudence. « Il y a beaucoup de gens dont je ne sais rien, qui me laissent des objets en dépôt, vous savez, » répondit-il. « C'est un peu comme si je tenais une consigne de gare. Il arrive qu'on ne les revoie plus jamais, ces gens-là. Des fois, ils reviennent 1 an plus tard et s'attendent à ce que je me souvienne d'eux. Ce serait là, Tueur le comprit, sa façon de s'en tirer si on découvrait un jour que le revolver venait de chez lui. Vous pouvez venir ici demain à 5 heures comme vous le dites, et que je ne vous connaisse ni d'Ève ni d'Adam, poursuivit la voix. Ce qui était une façon détournée de dire « Très bien, venez donc demain vers 5 heures. » Tueur le comprit ainsi. Il comprit également la phrase suivante. « Même si vous m'apportez 400 $, ça ne m'aidera pas à vous reconnaître. » « Les prix ont monté à ce que je vois, » remarqua-t-il avec un rire forcé. « Quand on veut vraiment une chose, ça fait monter son prix. Et je le veux vraiment, » se dit Tueur en lui-même. Il raccrocha, très satisfait de la conversation qu'il venait d'avoir. Son interlocuteur l'avait fait sourire avec ses singeries mélodramatiques, ses pauses étudiées avant de prendre l'appareil, sa conversation à mots couverts et son manège pour dissimuler la vérité. Tout cela était aussi démodé dans l'univers dur et dépourvu de scrupules où il vivait, qu'une cape d'homme à l'opéra ou un casque en forme de champignon sur la tête d'un flic. La police elle-même aurait été la première à se moquer de ses précautions excessives. L'homme avait dû lire trop de romans à 4 sous quand il était petit, ou bien le fait de ne pas être honnête lui donnait un sentiment de culpabilité qui se traduisait de cette façon. Mais on pouvait lui faire confiance.
Il remettrait la marchandise contre espèces sonnantes. Il n'y avait rien d'autre à faire que de réunir l'argent et attendre. Et chose curieuse, Tueur appréciait même cette attente. Elle le stimulait, elle ajoutait du piquant à l'entreprise. C'était comme s'il avait commis son crime 2 fois, l'une en pensée, l'autre en action. Il s'étendit de tout son long sur le divan, à la couverture élimée, son corps formant une ligne continue du sommet de la tête jusqu'au talon, et se fit, de ses mains croisées, un coussin pour soutenir sa nuque. Sur une petite table à côté de lui, l'appareil de radio qu'il avait ouvert se mettait en marche. Le son enfla bientôt, et il entendit une voix grave de femme qui chantait un blues. Il va y avoir du grabuge comme il n'y en a encore jamais eu, et le fabricant des cercueils va frapper sur son sapin. « Chante, ma belle, chante !» l'encouragea-t-il d'un ton ironique. On peut se sentir mal à l'aise, au début, quand quelqu'un vous a fait du tort, qu'on vous a offensé, injurié, ou blessé de telle façon qu'on ne puisse pardonner. Mais quelle satisfaction on éprouve par la suite à la perspective de tuer l'homme qu'on déteste, parce qu'il vous a fait ce tort. On se sent vraiment heureux, exultait Tueur. On se sent tout émoustillé, comme si l'on avait bu un petit coup, ou comme si on possédait une Cadillac à soi tout seul. On est heureux comme si le dé se retournait sur le chiffre qu'on venait d'annoncer, alors que le tapis de la table de jeu est jonché de billets de banque déposés par les autres joueurs. Ou comme une belle blonde qui vous passe la main dans les cheveux, puis enlève ses chaussures en déclarant qu'elle ne veut plus vous quitter. C'est même encore plus agréable que tout cela réuni. Quand il retourna à l'hôtel le lendemain soir à 11h, il avait le revolver sur lui. Mort n'était pas encore rentré dans sa chambre. Tueur s'en rendit compte quand, en prenant sa propre clé à la réception, il constata que celle de son voisin était toujours accrochée au tableau. Bien que ceci ne fût pas là la preuve formelle, car beaucoup d'hôtels conservaient le double des clés de leurs clients, au cas où ceux-ci auraient oublié la leur à l'intérieur de leur chambre. Tueur était content que Mort ne fût pas encore de retour. Cela lui donnait le temps de se mettre dans l'état d'esprit voulu. Il entra dans sa chambre, ferma la porte et procéda à quelques petits préparatifs nécessaires qui lui parurent beaucoup moins compliqués et éprouvants que ceux qu'il avait déjà dû faire dans bien des occasions moins importantes de sa vie. Tout d'abord, il arrangea la porte de façon qu'elle pût s'ouvrir d'une seule poussée sans qu'il eût besoin, en tournant la poignée, de détacher le verrou dont le cliquetis aurait risqué de donner l'alarme. C'est-à-dire qu'il laissa la portière légèrement entrebâillée, mais si peu que pour s'en apercevoir, il aurait fallu coller l'œil dessus. Puis il prit l'annuaire téléphonique, dont un exemplaire se trouvait sur la table de nuit de chaque chambre, et le plaça juste dans l'embrasure de la porte, prêt à servir à l'usage particulier auquel il le destinait. Comme pour lui faciliter les choses, l'hôtel avait pourvu ses annuaires d'une reliure rigide sur laquelle était inscrit le numéro de la chambre, et qui rendait le livre impossible à plier. Enfin, il vérifia le revolver, plutôt par un réflexe de sécurité que par nécessité, car il savait que l'arme qui lui avait été remise était en parfait état de fonctionnement. Il ne restait plus qu'à attendre, et Tueur se mit à marcher sans but à travers la chambre, car pour une raison connue de lui seul, il ne voulait pas s'asseoir, tripotant au hasard les objets qu'il rencontrait sur son chemin, tantôt le bord de la commode, tantôt le pied du lit, tantôt encore le dossier d'une chaise. Passant à côté d'une lampe, il l'éteignit machinalement, puis la ralluma aussitôt. Il défit et resserra à plusieurs reprises son nœud de cravate, posa son pied sur le bras d'un fauteuil pour dénouer et renouer son lacet. Tout cela sans rime ni raison,
C'était le comportement d'un homme qui cherche à tuer le temps en attendant de commettre un meurtre. La seule chose qu'il ne fit pas fut précisément celle qu'on aurait pu s'attendre le plus à le voir faire. Fumer. Peut-être ne voulait-il pas, au cas où mort arriverait à l'improviste, se trouver avec une cigarette à la main sans savoir où la poser. De petits détails insignifiants comme celui-là peuvent suffire à chambouler tout un programme. Son agitation était extrême. Il serait injuste de ne pas le reconnaître, mais elle était également parfaitement contrôlée. De plus, ce n'était pas une agitation déplaisante. Au contraire, il la trouvait stimulante, exaltante. C'était une sensation enivrante, comme celle que peut donner le champagne. La sensation qu'éprouve un acteur au moment d'entrer en scène, un boxeur avant de pénétrer sur le ring, un conducteur de voiture de course au moment d'ouvrir les gaz, un parachutiste sur le point de sauter hors de l'avion. C'était l'exultation, la joie de l'âme. Un peu avant 1h du matin, il entendit un taxi s'arrêter devant la porte de l'hôtel et se demanda si c'était Mort qui rentrait. Mais il n'alla pas regarder à la fenêtre. Si c'était Mort, il s'en rendrait bien compte quand celui-ci arriverait à l'étage. Et si ce n'était pas lui, inutile de se déranger. Mais c'était lui. Au bout de quelques minutes, Tueur entendit un pas traînant s'approcher de la porte située en face de la sienne. Il ouvrit un peu plus grande sa porte, juste assez pour regarder par l'entrebâillement, et vit Mort debout, lui tournant le dos, mettre la clé dans sa serrure. Il ne titubait pas. Il n'était pas soûl à rouler sous la table. Mais il avait vu un coup de trop. On s'en apercevait au petit air qu'il fredonnait entre ses lèvres. Et cela signifiait en tout cas que ses réflexes seraient plus lents. Décidément, tout, absolument tout, jouait en faveur de Tueur. Jamais meurtre ne s'était annoncé aussi simple. L'action d'entrer dans une chambre en ouvrant une porte fermée comporte habituellement 3 étapes, ou 3 positions différentes. Bien que ce soit là un acte totalement banal et accompli tant de fois au cours d'une journée que personne n'y fait plus attention. D'abord, on fait face à la porte et on l'ouvre. Puis on entre et on se retourne pour regarder dans la direction où la porte va se refermer. Enfin, on la ferme comme elle l'était précédemment. C'est simple, mais il faut effectivement faire ces 3 mouvements. Ils sont généralement effectués ensemble, comme s'il s'agissait d'un seul mouvement continu. Tueur surprit Mort exactement entre la 2e et la 3e position. Mort avait ouvert la porte. Il était sur le seuil et allait se retourner. La porte de Tueur s'ouvrit sans grincement de verrou gênant. Tueur lança l'annuaire à travers le couloir, juste dans l'ouverture de la porte de Mort, où il s'inséra. Avant que Mort n'eût le temps de réagir autrement que par un regard inquiet vers le sol, cherchant à découvrir quel obstacle inattendu l'empêchait de refermer sa porte, il fit alors 2 choses que Mort n'avait pas eu le réflexe de faire à temps. D'un coup de pied, repoussa l'annuaire, aplati comme une galette dans un coin de la chambre, et il ferma la porte. Mais de l'intérieur. Et c'était là toute la différence. Le revolver qu'il avait tiré de sa poche, tout en jouant à saute-bouton, prit immédiatement en charge les réflexes engourdis de Mort. Maintenant, n'ouvrez pas la bouche, ne faites pas le moindre bruit, ordonna Tueur d'une voix sans timbre. Sinon je décharge aussitôt cette arme sur vous. Et ne faites pas de mouvement avec vos mains, ajouta-t-il. Gardez-les le long de votre corps, là où elles doivent être. Mort n'ouvrit pas la bouche. Il en paraissait bien incapable. Tueur continuait à parler comme s'il en éprouvait le besoin. Voilà les 2 choses qu'il faut que vous vous rappeliez, et tout ira bien, dit-il. C'était là une fausse promesse, mais pour l'un d'entre eux, il n'y aurait pas d'avenir au-delà de la minute suivante, et une promesse, par sa nature même, repose sur l'avenir. Et pas de nervosité, poursuivit Tueur. Sans cela, vous allez me rendre nerveux, moi aussi. Et si je m'énerve, je ne serai plus capable de me dominer. Détendez-vous. C'est le mieux que vous ayez à faire, dans notre intérêt à tous les 2.
À travers ses lèvres serrées et blêmes, Mort parvient à chevrotter. « Qu'est-ce qu'il y a? C'est de l'argent que vous voulez ?»« Pas de question !» interrompit sèchement Tueur. « Nous ne sommes pas ici pour faire de la conversation. Je ne vous le répéterai pas 2 fois. » Et il souleva son pouce appuyé sur le revolver, comme si ce doigt l'avait démangé, puis il le laissa retomber. « Où est la salle de bain ?» demanda-t-il. Mort la lui désigna d'un signe de tête, effrayé maintenant de prononcer un mot. « Entrez-y et allumez !» Mort obéit. « Maintenant, ouvrez les robinets à fond, tous les 2, celui de l'eau froide et celui de l'eau chaude. Les robinets de la baignoire, pas ceux de la douche. » Il fallait ce vacarme pour étouffer le bruit de leur dialogue et celui d'un coup de feu quand il éclaterait. L'eau coulant d'une douche n'aimait qu'un Tueur dut lui intimer, d'un mouvement de tête, l'ordre de sortir, car à cette distance le bruit de l'eau noyait celui de la voix. Même lorsque Mort fut revenu dans la chambre, Tueur dut s'approcher de lui pour se faire entendre. Mais il prit bien soin de tenir le revolver hors de sa portée. Et c'était ce qui comptait. Dans les romans ou dans les films de télévision, il arrive fréquemment qu'un homme se rue sur le revolver braqué dans sa direction et sur celui qui le tient. Mais dans la vie courante, seul un fou pourrait avoir une semblable idée. Maintenant, déshabillez-vous pour vous coucher, exactement comme vous le feriez un autre soir. Et mettez vos vêtements à l'endroit où vous les mettez d'habitude, commanda Tueur. Mort ôta ses vêtements de dessus, avec autant d'adresse que s'il avait eu 20 doigts emmêlés les uns dans les autres. Puis il resta debout, tenant ses vêtements en l'air comme un porte-manteau mobile. « Où placez-vous d'ordinaire votre veston et votre pantalon ?» questionna Tueur avec impatience. Il devait se pencher un peu vers Mort pour se faire entendre, de sorte que grotesquement, il avait l'air de lui confier un secret. « Je mets le veston sur un porte-manteau, dans le placard, et le pantalon sur le cintre accroché à la porte. »« Eh bien faites-le, ne restez pas là à me regarder !» Quand Mort ouvrit la porte du placard, Tueur intercala une chaise dans l'ouverture afin que l'hôte ne pût s'enfermer brusquement à l'abri du revolver. « Vous ne videz pas vos poches ?» demanda-t-il d'un ton sarcastique. « Moi si. » Mort fouilla dans la poche de son veston pour en retirer un porte-clés au bord usé, un portefeuille, une poignée de pièces de monnaie, un stylo, un paquet de cigarettes aplaties, un mouchoir propre et un sale, et 2 pochettes d'allumettes. Il posa le tout sur la commode. Une pièce de 5 centimes, rebelle, lui échappa des mains et roula sur le plancher. « Laissez-la où elle est !» ordonna Tueur. « Ça fait plus naturel. Et maintenant, que faites-vous de votre chemise ?» insista-t-il comme un maître d'école s'efforçant d'enseigner l'hygiène à un élève du cours élémentaire. Mais en l'occurrence, la sanction prévue n'était pas une mauvaise note. C'était la mort. « J'en change tous les matins. Alors je pose simplement celle que je quitte sur le dossier d'une chaise. »« Dans ce cas, posez-la sur le dossier de la chaise. Et votre cravate ?» J'assortis mes cravates à mes chemises. Alors quand j'en enlève une, je la laisse sur la commode en attendant d'en prendre une autre. « Posez-la donc sur la commode. Et maintenant, asseyez-vous devant le bureau qui est là-bas et allumez la lampe. Puis, quand ce fut fait, prenez une feuille de papier, une enveloppe, un stylo. Quel est le prénom de votre femme ?» Mort ne put réprimer un frisson. « Patricia » murmura-t-il le souffle court. « Tournez-vous de mon côté. Le bruit de l'eau m'empêche de vous entendre. » Mort se retourna et répéta le nom. À la seule évocation de sa femme, il semblait sur le point de pleurer. « Comment l'appelez-vous dans l'intimité ?»« Pat. »« Alors écrivez. Pat chérie. » Mort écrivit. Tueur lisait au fur et à mesure par-dessus son épaule. « Ce n'est plus possible. Je ne puis plus continuer, » poursuivit Tueur. Il s'interrompit pour questionner. «
Depuis combien de temps êtes-vous mariés ? 15 ans, répondit Mort avec dans la voix quelque chose qui ressemblait à un sanglot. Mais avec le ruissellement de l'eau dans la baignoire, on ne pouvait en être sûr. Peut-être était-ce simplement un hoquet. Après 15 ans de mariage, t'entendre dire que tu en aimes un autre et que tu veux me quitter, c'est plus que je ne peux endurer. Mort lui jeta, par-dessus son épaule, un regard vide d'expression, puis se retourna vers le bureau, comme lui enjoignait le mouvement presque imperceptible du revolver. « Je vais te rendre ta liberté, Pat, mais pas comme tu l'espérais, d'une autre façon. » Tueur courba le dos pour vérifier ce... Je ne sais pas comment faire, sur commande, répondit Mort, le visage hagard. Essayez, ceci devrait vous y aider, répliqua Tueur en appuyant sur sa nuque le canon du revolver. Le passage suivant fut rédigé d'une écriture nerveuse, en pattes d'araignée. Je t'aime, adieu. Maintenant signez de votre prénom, pliez la feuille et mettez-la dans l'enveloppe. Cachetez, écrivez sur l'enveloppe, à remettre à ma femme. Qu'est-ce que vous portez au doigt? Une alliance? Bon, enlevez-la et posez-la sur l'enveloppe. Mort n'arrivait pas à retirer l'alliance. Je la porte depuis 15 ans, dit-il d'un ton songeur. Mouillez votre doigt avec de la salive, ordonna Tueur. L'alliance fut arrachée d'un coup sec. Avez-vous une photo de votre femme dans votre portefeuille? Oui? Alors allez la chercher. Mort voulut lui montrer la photographie en revenant, dans l'espoir de l'amadouer. Mais Tueur ne lui accorda même pas un regard. Mettez-la sur l'enveloppe avec l'alliance. Bon, ça ira. Maintenant, venez ici et asseyez-vous sur le bord du lit. Non, ne faites pas la couverture, vous n'allez pas vous coucher. Mort cherchait à recueillir ses larmes. Il avait les yeux brillants et une petite goutte perlée au coin de chacun. Sans couler. La vue de l'alliance et de la photographie l'avait probablement frappé au point sensible. « Sachez mourir comme un homme », lui dit Tueur d'un ton mordant. « Pas comme un écolier reniflant. Il ne faut qu'un instant pour mourir. Qu'est-ce que ça a de si tragique? Maintenant, mettez vos jambes sur le lit. Comme ça. Enlevez le premier de ses oreillers et donnez-le-moi. » Tueur lui prit l'oreiller des mains et le fourra sous son bras à lui. « À présent, étendez-vous. Posez votre tête sur l'autre oreiller et regardez en l'air. »« Non, pas comme ça !» cria-t-il tout à coup. Mort commençait à perdre tout contrôle sur lui-même. « Je n'en peux plus !» Un cri cherchait à s'échapper de ses lèvres, un cri tardif et inutile. Sa bouche s'arrondit en un « O » inarticulé. Il mit sa main sur son visage, doigt écarté, puis posa l'autre main dessus en écartant toujours les doigts. On aurait dit qu'il cherchait à embrasser une sorte de bébé poulpe ou à le mâcher. « Levez les yeux en l'air !» fut l'avant-dernier ordre que lui donna le Tueur. « Vous voyez cette tache au plafond? Celle-là, là-bas. Bien, continuez à la regarder. » Il se laissa tomber de tout son poids sur Mort, se servant de l'oreiller comme d'un tampon entre eux, en couvrant le visage de Mort, l'appuyant sur lui de toutes ses forces. Puis il releva vivement l'un des coins de l'oreiller pour faire pénétrer le canon du revolver et tirer en plein milieu du visage de Mort. Les jambes du malheureux se soulevèrent en un ultime réflexe, puis retombèrent. Et ce fut tout. Mort ne bougea plus. Quand Tueur souleva l'oreiller, il se rendit compte au premier coup d'œil que Mort était mort. Mais depuis si peu de temps que le dernier soupir venait à peine de s'échapper de sa bouche grande ouverte, le regard s'éteignait dans les yeux, qui se rouvrirent aussitôt pour rester ouverts à jamais. Il y avait un trou juste entre les deux yeux. C'était un magnifique coup de feu
surtout en tenant compte du fait qu'il avait tiré à l'aveuglette. Tueur redressa un peu la tête de mort en s'aidant, pour le soulever, des revers du pyjama, car il éprouvait un certain dégoût à toucher la tête elle-même. Puis il repassa l'oreiller sur l'autre. Bien que considérant ces précautions comme inutiles, ou du moins excessives, il nettoya le revolver des deux côtés en le frottant soigneusement sur la jambe de son pantalon. Et pour le manipuler, il enveloppa la crosse dans un morceau de papier d'argent. Il tenta de recourber l'index de mort sur la détente et de laisser le revolver accroché à sa main qui pendait sur le côté du lit. Mais la main, sans avoir encore la rigidité cadavérique, n'était plus aussi souple qu'une main vivante. Elle était simplement inerte et ne pouvait soutenir le poids du revolver qui s'obstinait à glisser à terre. Tueur finit par placer la main du mort sur son abdomen en calant le revolver dessus. Il lui restait maintenant très peu de choses à faire. Il remarqua une bouteille de whisky à demi pleine, souvenir de la soirée précédente probablement, et il y versa un peu de son contenu dans un verre qu'il posa à côté du lit, tout près de la tête de mort. Puis, il répandit le reste du whisky sur le cadavre, en ligne croisée et tremblotante. C'était comme un dernier toast porté à mort, ou un requiem. Puis il laissa tomber la bouteille vide à terre, après s'être assuré qu'elle ne portait pas d'empreinte digitale, non plus que le verre. Il entra dans la salle de bain et s'enveloppa la main d'un mouchoir. On referma les deux robinets de la baignoire. La bombe n'ayant pas été mise, il n'y avait pas de danger d'inondation. Mais le vacarme incessant aurait pu attirer l'attention des voisins et donner lieu à des questions embarrassantes. Enfin, il sortit de la chambre de mort, en fermant soigneusement la porte derrière lui. Et voilà, ce n'était pas plus malin que ça. Tout était fini, terminé. Tueur poussa un soupir d'indicible soulagement. Jamais de toute sa vie il ne s'était senti aussi en forme. Il paraît que d'habitude les criminels sont affolés après avoir commis l'acte comme celui qu'ils venaient de commettre. Qu'ils sont malades de frayeur, trempés de sueur, pris de panique, qu'ils ne savent plus de quel côté se tourner. Et bien de deux choses l'une. Ou bien les gens qui prétendaient cela ne connaissaient pas ce dont ils parlaient, ou bien les criminels en question appartenaient à une autre race que lui. Ils étaient faibles, peu sûrs d'eux-mêmes, ou encore ils n'avaient pas éprouvé autant de haine que lui-même en avait éprouvé. Les autres, les faibles, n'auraient jamais dû commettre un tel acte. Ils n'étaient pas doués pour le meurtre, sauf en tant que victime, car maintenant, tout ce qu'il éprouvait lui, tueur, c'était une sensation de bien-être extrême, de sérénité, de calme. Le calme après la tempête. La sensation que l'on éprouve après un massage dans un bain turc, quand chaque muscle semble être enveloppé dans du velours et chaque nerf reposé sur des pétales de rose. 6 longues années de haine contenue avaient été balayées en l'espace d'un instant. Il ne faut qu'un instant pour mourir, avait-il dit à mort. Et maintenant il était redevenu lui-même. Il avait repris son intégralité. Il était libre de nouveau de mener sa propre existence. Tueur se tint debout un moment près de la fenêtre, les mains dans les poches, se balançant avec un entrain sur la pointe des pieds. Il restait près de la fenêtre, mais ne regardait pas dehors. Il regardait en lui-même, et il était satisfait de ce qu'il voyait. La satisfaction qu'apporte l'amour est très inférieure à celle que l'on peut tirer du meurtre. Non pas d'un petit meurtre insignifiant comme celui qu'on peut être amené à commettre au cours d'un hold-up, mais d'un meurtre tel que le sien. L'aboutissement de 6 années d'attente, de tourments, d'espoir. 6 années pendant lesquelles il a vécu avec ce projet, prêt à mourir pour le réaliser.
Tueur aurait pu donner congé de sa chambre sur le champ. Rien ne le retenait plus à l'hôtel. Mais il se dit, pourquoi gâcher une si belle réussite par une fausse note inutile? Quitter à 2 heures du matin une chambre située en face de celle dans laquelle on allait découvrir un homme mort pouvait donner lieu à des soupçons. Mais pour sortir à 9 heures, après d'avoir frappé à la porte de mort pour lui proposer de prendre le petit déjeuner avec lui, ce serait là une excellente tactique et le comble de la bravade. On ne pouvait guère lui reprocher de ne pas avoir entendu le coup de feu, puisque les clients des autres chambres voisines de celle du mort ne l'avaient pas entendu non plus. Et rien ne donnait à supposer qu'il eût pu se trouver un seul instant dans la chambre de 112. Oui, la suprême habileté consisterait à rester purement et simplement à l'hôtel, et il n'avait même pas besoin de beaucoup de courage pour ce faire. Tueur dénoua sa cravate sans la retirer. Et un moment plus tard, sonna le garçon pour se faire apporter un double whisky. Il fut surpris, après de l'avoir bu, de se sentir tout ensommeillé et prêt à s'endormir dans le fauteuil où il était assis. Il se secoua et se dirigea vers le lit, où il s'étendit après d'avoir enlevé ses souliers, mais non ses vêtements. Il n'aurait pas cru la chose possible, mais le fait est qu'il ouvrit les yeux pour constater qu'il était 9 heures du matin. Il y avait dans le couloir un va-et-vient inhabituel, même pour un petit hôtel fréquenté comme l'était celui-là. Et Tueur s'aperçut qu'il avait dormi pendant 6 heures d'un sommeil profond et sans rêve. Il se demanda s'il était déjà arrivé à un autre être au monde de dormir ainsi après d'avoir commis l'acte que lui-même venait de commettre. Après s'être douché et rasé, l'hôtel fournissait à ses clients masculins tout l'attirail nécessaire pour se raser au cas où, comme Tueur, il n'aurait pas apporté le leur. Il entr'ouvrit sa porte pour jeter dans le couloir un coup d'œil investigateur. Il n'y avait pas de mal à cela. N'importe qui aurait pu en faire autant, étant donné l'activité insolite qui se déployait dans l'hôtel. Au moment où il ouvrit sa porte, celle de la chambre en face était fermée, mais une pancarte portant les mots « Prière de ne pas déranger » se balançait à la poignée. On entendait un bruit de voix étouffée venant de la chambre. Tueur s'enferma de nouveau chez lui, hésitant un instant, puis prit le téléphone et demanda d'un ton désinvolte « Donnez-moi la chambre 212, je vous prie. » La téléphoniste, manifestement déconcertée par cette demande, fit entendre une interjection de surprise, répondit « Un instant, s'il vous plaît », et posa l'appareil sans doute pour se renseigner sur ce qu'elle devait faire. Elle revint en ligne pour dire « Je regrette, monsieur. Je ne peux pas obtenir la chambre 212 en ce moment. »« Tu parles que tu peux pas, » pensa Tueur en riant sous cape. « Voulez-vous laisser un message ?» ajouta la téléphoniste. « Non, ça ne fait rien, » répondit-il d'un ton indifférent, et raccrocha. Pour laisser un message, il aurait dû donner son nom, et c'était allé un peu trop loin. Mais l'indifférence qu'il percevait dans sa voix n'était pas simulée. Il se sentait réellement indifférent. Il décida de faire ripaille pour jouir à fond du sentiment de complète immunité qu'il éprouvait. Il commanda donc par téléphone un petit déjeuner plantureux, avec toutes les garnitures possibles. Le moment était venu de célébrer sa victoire, de s'en repaître. Moins de 10 minutes plus tard, un coup fut frappé à la porte. Mais quand Tueur alla ouvrir, au lieu du petit déjeuner qui l'attendait, il trouva devant lui 2 détectives. Ceux-ci se firent connaître, puis entrèrent dans la chambre sans y avoir été invités, et se mirent à poser des questions avant même que la porte ne fût refermée derrière eux. « Avez-vous entendu du bruit dans la chambre située en face de la vôtre, le 212, à un moment quelconque de la nuit ?»« Pas un son. J'ai dormi comme un plomb, » répondit-il. C'était d'ailleurs la vérité.
Vous permettez que j'utilise votre téléphone ? Demanda l'un des policiers. Bien sûr, répondit-il, tout en se demandant pourquoi il n'avait pas utilisé celui qui se trouvait dans la chambre du mort, toute proche. Rappelle-moi donc ce numéro, Barnet, reprit le policier en s'adressant à son collègue. Tu n'as vraiment pas de mémoire, Jack, lui reprocha celui-ci. Incapable de te mettre un numéro de téléphone dans la tête. Tueur eut la sensation que cette conversation sonnait faux et qu'elle était menée à son usage personnel. Je vais le chercher, reprit le premier policier. Vous avez un annuaire ? Demanda-t-il à Tueur. Mais certainement. Prenez-le. Et où est-il ? Tueur sentit le sol s'ouvrir sous ses pas. Mais il n'y avait rien à faire. Il était irrévocablement tombé dans le piège. L'annuaire n'était pas dans sa chambre. Il était dans l'autre. Vous feriez bien de nous accompagner, fut la remarque suivante du policier. Plus de questions, plus de bacchanage. C'était du sérieux à présent, du terriblement sérieux. Nous sommes passés dans toutes les chambres de cet étage. Toutes, sauf deux, possèdent un annuaire, de modèle identique pour toutes. Dans l'une des deux autres, celle du mort, il y a deux annuaires. Dans l'autre, celle-ci, il n'y en a pas du tout. Les deux policiers l'encadrèrent, après lui avoir passé les menottes. « Ça ne veut pas dire que je sois coupable !» riposta Tueur d'un ton obstiné. « Comment savez-vous que cet annuaire appartient justement à ma chambre ? Il peut tout aussi bien venir d'une autre. Tous les annuaires sont reliés de la même façon et portent le nom de l'hôtel, ainsi que le numéro de la chambre. Et c'est le numéro 211 qui est inscrit en gros caractères sur le deuxième annuaire que nous avons trouvé dans la chambre en face. » De sa main libre, l'un des policiers referma la porte sur eux trois. La pancarte, prière de ne pas déranger, sembla narguer Tueur au passage. Le déplacement d'air la fit même trembler un peu, comme le rire secoue les épaules d'un homme qui s'amuse tout bas d'une bonne plaisanterie.